très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous matinal. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez à l'instant sur Direct 8 et vous avez bien fait. Nous voilà partis ensemble pour une heure de bien-être pour vous, rien que pour vous, être bien tout simplement. Voilà le challenge que nous relevons ensemble quotidiennement et ce matin, eh bien, nous allons zoomer justement ensemble l'espace d'un instant sur ces indices, choisis ou subis, innés ou acquis, ces morceaux de nous-mêmes qui font le puzzle de notre personnalité. Et pour commencer, eh bien, notre prénom, Christophe Médici. Oui, absolument. D'ailleurs, personnalité, ça vient du latin persona, qui veut dire masque. Et d'une certaine manière, effectivement, on peut avoir plusieurs masques comme ça. Et effectivement, parfois, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout de soi. On a des zones d'ombre, on a des zones aveugles. Et puis, cette personnalité s'exprime qui, sur la route, puisque nous allons en parler, qui, dans notre manière d'écrire, de faire des gribouillis et tout ça. Et c'est vrai que parfois, ce sont les autres qui vont nous faire un miroir, qui vont nous faire prendre conscience de certains pans de notre personnalité. Et ça, c'est intéressant. La première chose, Médici, allez les indices comme ça auxquels vous êtes sensibles, qui vous permettent justement de découvrir une personnalité assez facilement, assez aisément. Je vais rebondir sur ce que vous dites. Le non-verbal est quelque chose de très important. C'est-à-dire la personne, la façon dont la gestuelle, la posture de l'individu, mais aussi le vocal. Est-ce que c'est une personne qui parle fort, qui parle doucement? Et puis, au fond, on a quand même maintenant de grands maîtres de personnalité, qui sont les grands psychologues de l'école de Palo Alto. Voilà, et puis ils ont construit cette idée depuis les années 60 qu'il y avait 4 grandes familles de personnalités, de style social. Il y a des gens plutôt proactifs, des gens plutôt pro-réactifs, et dans la manière d'être avec l'autre, on va être peu ou prou proactif. Donc voilà, et donc je regarde dans la communication justement, si une personne prend plutôt l'ascendant, ou si elle est plutôt consentante. Ça, c'est un style de personnalité bien différent, n'est-ce pas? Une personne qui prend l'ascendant va faire partie, bien entendu, des personnalités proactives. Hein, et on verra d'ailleurs sur la route, quand on prend l'ascendant, on va être proactif d'une certaine manière. Voilà. La défensive et voilà. Dans l'attaque. Ouais. Christophe Médici, dis-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es. La manière dont on se comporte au volant révèle beaucoup plus de choses qu'on imagine sur notre psychologie, sur qui nous sommes, sur notre personnalité. Absolument. D'abord, on peut dire que ça nous regarde tous. D'ailleurs, qu'on soit au volant ou pas. Parce que d'une certaine manière, on peut être piéton, on peut être cycliste, on peut être tout ce que vous voulez. La route, ça nous regarde. Et chaque jour, nous sommes 2 millions à conduire. 2 millions à partager. Donc c'est un territoire, hein, c'est un territoire qui a des limites, mais c'est un territoire qu'on partage. Et on peut dire qu'on est 2 millions à l'investir, parce que c'est le terme qu'on dit en psychosociologie, d'une manière complètement différente suivant qui l'on est. Et d'où le problème. Parce que vous dites, dis-moi comment tu conduis, je te dirai qui tu es. Eh bien, une enquête de la Sofres l'a dit il y a quelques jours, demandez aux Français, pensez-vous que vous êtes de bons conducteurs? Ils sont 85% à penser qu'ils sont de bons conducteurs. Mais les mauvais, c'est toujours les autres, c'est connu. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Ils sont 85% à penser qu'ils sont de bons conducteurs, mais ils sont 68% à penser que les autres sont agressifs sur la route. Et donc ça, c'est intéressant quand même, d'une certaine manière. Comment vous expliquez que sur la route, justement, c'est un territoire qu'on va partager, comment vous expliquez que les autres deviennent très rapidement, très facilement des ennemis? Alors, d'abord, je vais dire quand même que ça dépend. Hein. Tout le monde n'est pas dans cette logique-là. Ça dépend très sincèrement de la façon dont on a investi la route et dont on a investi la voiture. Je dirais qu'il y a 3-4 familles d'êtres humains. Il y a des gens qui investissent la voiture comme un signe extérieur de richesse. C'est la voiture narcissique. Hein. Vous vous rappelez de cette ancienne pub, il a la voiture, la grosse voiture, il aura la femme, hein, d'une certaine manière. Ceux-là, évidemment, vont devenir peut-être très vite agressifs. D'ailleurs, il y a eu une étude de fait il y a quelques mois qui est édifiante. On a essayé de voir quelle est l'incivilité des conducteurs en Europe. Eh bien, le Français est un des plus incivils. C'est que quand il a une grosse voiture, il refuse, et je dis bien, il refuse de se faire doubler par une petite voiture. Signe extérieur de puissance. Signe extérieur de puissance. Exactement. Ouais. Ça, c'est une des premières catégories de gens qui investissent ça. De l'autre côté, à l'opposé complet, vous avez la voiture diable. Celui qui pense que la voiture, ça pollue, ça tue, ça fait des morts, c'est dégueulasse. Donc vous voyez un peu l'écolo, lui, il va refuser complètement. Hein, il va être dans le déni total de la voiture. D'ailleurs, il va souvent rouler à vélo ou marcher à pied. Et puis au milieu, puis il y a les gens qui sont la vertu utilitaire de la voiture. C'est fait pour aller chercher les enfants à l'école, aller gagner du temps et tout ça. Et selon cette manière-là qu'on a d'investir au sens freudien du terme la voiture, on va avoir un comportement sur la route peu ou prou, alors justement agressif, guerrier, zen ou tout ce que vous voulez. Mais voyez, la manière dont on conduit notre voiture, il y a un parallèle avec la manière dont on se conduit dans la vie. Absolument. Je dirais, dis-moi comment tu conduis, je te dirai comment tu communiques.
Ça, c'est très important. Vous avez des gens qui communiquent bien, qui sont ouverts, qui sont dans l'ouverture au niveau de la communication. Et donc, ceux-là, quelque part, vont être un peu, entre guillemets, respectueux, n'est-ce pas, des autres usagers. Des autres usagers. Ceux qui sont dans une communication complètement égocentrée, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont en fermeture et en plus, qui sont peut-être quelque part dans cette idée dont vous parliez, Charlotte, tout à l'heure, cette idée, je vais prendre le pouvoir, je vais prendre empire. Vous savez, dans l'ancien français, on disait prendre empire sur. Hein. Eh bien, ceux-là, justement, vont être agressifs sur la route. Voilà. Et ils vont aller dans une communication qui, au fond, ne tient pas compte de l'autre. L'autre n'existe pas. Je suis le roi de l'asphalte. Alors, quelque part, le roi de l'asphalte, pendant des décennies, c'était l'homme. On pourrait dire qu'il y a une conduite de genre. C'est-à-dire que pendant des décennies, la femme n'était pas au volant. Il a fallu attendre le tournant des années 60-70, cette grande émancipation de vous, mesdames, le sexe féminin, puisque là, je vois que vous êtes surreprésentées sur le plateau, pour dire que là, vous êtes mises au volant. Il y a beaucoup d'hommes aussi derrière la caméra. Tant mieux. Ils sont cachés, ils sont bien présents, je vous laisse. Alors, pendant longtemps, la voiture, c'était l'apanage de l'homme. Hein, c'était le mâle qui conduisait. D'ailleurs, il conduisait la femme, n'est-ce pas, hein, voilà. Pendant très longtemps, c'était ça. Maintenant, les dames sont sur la route. Mais que disent des femmes dans des études ces dernières années? Elles disent que souvent, elles se rendent compte, à 66-67%, que les hommes ont des comportements sexistes vis-à-vis d'elles. Ça, je l'ai appris moi-même en tant que psychosociologue. J'ai entendu des femmes dire que quand on voit une femme au volant, il y a des hommes agressifs qui l'écolent, qui ne respectent pas les distances de sécurité. Alors voilà, ce fameux dicton. Oui, la femme au volant mort au tournant. C'est incroyable. C'est-à-dire que, par exemple, la route, pour vous, c'est encore un territoire qui reste sexiste? Disent certaines femmes, dans des enquêtes. Enquête pour l'Automobile Club. Moi, j'ai l'impression que les hommes, tiens, il y a une voiture qui fait une infraction, là, elle se roule trop vite à gauche, ça. C'est encore une femme au volant. Alors, j'ai déjà entendu ça. Et alors, quand les femmes conduisent avec leur mari, leur compagnon, un autre homme, en général, c'est freine pas, accélère, attention, les vitesses. Mais elles sont pénibles aussi, les femmes. C'est vrai qu'en copilote, c'est pas toujours évident pour celui qui conduit, il faut l'admettre. Mais vous vous rappelez de cette campagne aussi de prévention routière qui disait auto-macho, auto-bobo? Auto-macho, auto-bobo. C'est-à-dire l'homme qui est dans la volonté de puissance, au sens nietzschéen du terme, pour employer un grand mot. Hein. Il veut se la raconter parce que justement, il a une femme à côté de lui, ou alors il veut montrer qu'il a le beau Porsche Cayenne ou le beau 4x4. Et auto-macho, auto-bobo, c'est-à-dire, messieurs, soyez pas macho au volant. Messieurs, ne soyez pas macho au volant parce que ça peut faire des dégâts. Les psychanalystes disent que la voiture est très ambivalente. C'est à la fois un côté féminin, parce qu'il y a un côté cocon, un côté matriarcal et tout ça, et puis la carrosserie. Hein. Il y a des femmes qui parlent des hommes qui parlent de femmes comme de voiture, elle est bien carrossée et tout ça. Donc il y a un côté féminin dans la voiture, et puis il y a l'autre côté que vous dites, Charlotte, que le côté phallique, le côté les chevaux, la puissance. Regardez, on connaît très peu de pilotes de Formule 1 femmes, n'est-ce pas? La voiture qui va vite, c'est le bolide, c'est le pilote. Secondo, dans les garages que vous allez vous faire réparer votre voiture, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes garagistes? Très peu. D'ailleurs, on essaie de les arnaquer, les femmes, quand on vient, hein, parce qu'on dit, celle-là, elle n'y connaît rien, on va bien s'amuser avec elle. Donc, c'est ambivalent, la voiture, Charlotte. C'est à la fois, il y a un pôle féminin et il y a un pôle masculin dans la voiture. Et d'ailleurs, il y a plein d'expressions qu'on utilise dans notre vie quotidienne qui sont liées à l'automobile. Bien sûr. Attendez, je vais passer la seconde, il y a un moment où je vais passer la seconde. Oui, il a dépassé les bornes, il est allé dans le décor, embraye, accélère. D'ailleurs, dans le reportage... C'est un diesel ou c'est un diesel ou c'est une Ferrari. Voilà. Dans le reportage là qu'on vient d'entendre, il y a quelque chose d'intéressant qu'a dit la personne qui a mis en place la journée de la courtoisie au volant. D'ailleurs, c'est une journée intéressante. D'ailleurs, ça devrait être tous les jours, la journée de la courtoisie au volant. Il a dit, les Français, en tout cas les conducteurs, font souvent l'amalgame entre conduire et se conduire. C'est vrai que c'est pas du tout la même chose. Quelqu'un estime qu'il est un bon conducteur, mais il se conduit mal parce qu'il est agressif, parce qu'il dit des gros mots. Hein. On est souvent dans quelque chose que... Je veux dire, dans le cerveau, tout le monde le sait, il y a 3 cerveaux. Il y a le cerveau reptilien, limbique et le néocortex. Quand on a peur, il y a 3 manifestations de la peur au niveau du cerveau. Le premier, du cerveau reptilien, c'est où tu attaques, où tu fuis, où tu es immobile. Ensuite, ça passe au niveau du limbique, donc des émotions. Et là, la colère arrive. La colère qu'on a vue là pendant le reportage de la personne. Et après, troisièmement seulement, les noms d'oiseaux dans le cerveau, dans le cortex. Mais il y a quand même une manière qu'on peut tous avoir, et là-dessus je serais un petit peu militant, de calmer un peu ses émotions. De calmer sa colère, parce qu'une chose est une colère éprouvée, Charlotte, et une chose est une colère exprimée. Mais est-ce que... Tu peux l'éprouver sans l'exprimer, ta colère. Si on se lâche plus facilement dans la voiture, est-ce que c'est parce qu'on est à la fois protégé dans cet habitacle, puis d'un côté aussi, on a la possibilité de partir, de fuir? Tout à fait. Est-ce que la voiture, la manière dont on se comporte, la voiture c'est un réceptacle d'agressivité, mais aussi un peu de lâcheté, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'on peut se lâcher, on peut vite prendre la poudre d'escampette. Absolument, mais d'ailleurs dans la voiture, on se sent un peu chez soi. C'est un peu une petite maison, un peu comme un escargot, c'est la maison. Donc c'est plein de petites maisons
raison qu'ils se retrouvent. D'ailleurs, il n'y a pas de relation en voiture sur la route, il n'y a que des contacts et des interconnexions. Parce qu'une relation, au départ, ça vient du latin relation, qui veut dire raconter une histoire, relater. C'est pas sur la route qu'on se raconte des histoires. Mais c'est le paradoxe, justement, c'est ce qui est compliqué sur la route, c'est qu'on est à la fois chez soi dans sa voiture, mais on est aussi avec les Exactement. autres. C'est ça qui n'est pas évident à gérer, c'est le territoire personnel sur un territoire commun. Et c'est pour ça que c'est une micro-société. Parce qu'il y a aussi cette idée que pour que ce ne soit pas la jungle, il y a quelque chose qui s'appelle la loi. La loi, c'est le code de la route. Or, le code de la route, il y en a qui le transgressent ou pas. Et quand on fait des études pour savoir, d'ailleurs, le reportage le montrait, qu'est-ce qui énerve le plus les gens, ils disent, primo, une conduite illégale, c'est-à-dire quelqu'un qui va rouler trop vite, qui va vous gêner, ou alors qui va vous faire une queue de poisson, enfin bref, qui va vous faire peur, qui va nous faire peur. Il y a des gens qui nous font parce peur. qu'il attente à notre vie. D'ailleurs, on le sait, d'ailleurs, tous autant pour qu'on est, que quand on prend la route, on prend des risques. On prend des risques parce que, en plus, la période est anxiogène. Parce qu'avec, depuis quelques décennies, tous les trucs de prévention routière, eh bien, on se dit, oulala, il y a tellement de morts, il y a tellement de radars et tout ça, je risque beaucoup en étant sur la route. Je dirais aussi peut-être que la manière de conduire tous ensemble en dit long sur notre société aussi et sur les valeurs dominantes et le modèle dominant de notre société. On est quand même dans une société ultra individualiste où le modèle dominant dit, il faut que tu écrases l'autre, être un killer et tout ça pour t'affirmer et exister. Et quelque part, Edgar Morin, vous savez, le sociologue, disait, tout individu a deux logiciels, un logiciel altruiste et un logiciel égoïste. Eh ben, c'est le logiciel égoïste qu'on voit sur la route quand même. Connais-toi toi-même et tu connaîtras mieux les autres d'une certaine manière. Je crois que forcément, de toute façon, pour tout ce qu'on a dit là, la dimension de la conscientisation est toujours quelque chose qui est un plus, évidemment, parce que comment veux-tu changer si tu ne conscientises pas ? Après, tu décideras de changer et tu agiras, mais évidemment, connaître un peu, voilà, gribouiller ce que veut dire son prénom, comment on conduit tout ça, forcément, c'est de la conscientisation. Et ça fait du bien. Ça fait du bien. Conscientiser, mieux découvrir les contours de sa personnalité. Parce que c'est vrai que finalement, très tôt dès l'enfance, on a parfois des petites étiquettes qui sont posées. Donc on est façonné, puis au fil des années, on découvre que finalement, dans le regard des autres, on n'est pas véritablement celle ou celui qu'on était dans le regard de nos parents. Donc c'est toute une quête de se découvrir sa personnalité. Parce qu'il y a un déterminisme, autant dans le prénom, quelque part on ne l'a pas choisi notre prénom, autant dans différentes choses de notre personnalité, il y a un grand déterminisme. Et donc quand je parle de conscientiser, c'est aussi devenir soi-même. Devenir soi-même, c'est se dire mais qu'est-ce que je suis en tant qu'être unique ? Parce qu'il n'y en a pas deux comme vous sur la Terre, c'est une vérité. Et il n'y en a même pas eu deux comme vous. Il n'y en a même pas eu deux comme vous depuis le début de l'humanité, Charlotte. Et c'est valable pour tous les téléspectateurs qui sont là. C'est quand même pareil. Ce qui est formidable, c'est que chacun de nous, c'est que chacun de nous est unique. Sur le plan de la personnalité, sur le plan physique. Génétique, on y comprend. Et depuis le début de l'humanité. Oui. Vous vous rendez compte Mais quelle richesse. Oui. Ça veut dire qu'on peut dire je suis très précieux pour moi et tu es très précieux pour moi, toi l'autre. Et sur la route, pareil. Vous savez, il y a une campagne en ce moment où on voit des petits bonhommes dessinés sur les œufs, comme ça. Et il y a marqué sur la route, nous sommes tous fragiles. Je la trouve très belle. On est tous fragiles. L'accident peut arriver à n'importe quel moment. Et surtout quand on est dans une volonté de toute puissance en se croyant intouchable quelque part. Invincible. Invincible. Voilà. Non mais c'est vrai, hein, comme quoi finalement aujourd'hui tout s'inverse aussi. Hein. On parlait tout à l'heure des hommes, de la voiture prolongement phallique. Les femmes cherchent aussi peut-être leur part masculine, la puissance. Mais elles répondent au modèle dominant dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Le modèle dominant, c'est ça. Oui, mais quand on a la puissance, on n'a pas besoin du pouvoir. Finalement, sur la route, on veut manifester un pouvoir, mais quand on a, par exemple, même dans le choix de la voiture aussi qu'on fait. Bien sûr, bien sûr. Mais la voiture signe extérieur de richesse, c'est effectivement une volonté de manifester je suis quelqu'un qui en impose, qui a une place dans la société. Et puis d'ailleurs, je vous parlais de ces histoires dans les 4x4. On voit les choses de haut dans un 4x4. On prend les gens de haut parfois aussi. On domine. Physiquement, on domine les autres. C'est pour ça qu'on est venu en vélo ce matin. Voilà. Allez, je rappelle les titres de vos livres. Florence Lebras, le livre des prénoms, c'est aux éditions Marabout. Christophe Médicis, édition du Cygne, la haute qualité relationnelle, les nouvelles clés du mieux-être ensemble, justement sur la route. On est ensemble.